Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je me joins à Nicole Débert, qui a organisé de main de maître ce colloque. Merci, bravo. Pour vous souhaiter la bienvenue dans cette superbe salle et vous remercier tous et toutes de votre présence. Professeur London, lorsque je vous ai vu pour la première fois, c'était à l'occasion de la première journée mondiale de la trisomie 21, le 21 mars 2006 à Paris. Le thème était « Comment appréhender et tenter de soigner le handicap mental ?» Vaste sujet. Vous aviez organisé ce colloque. J'avais été impressionné de la qualité des intervenants et de leurs interventions. Et je suis donc vraiment très heureux, près de 12 ans plus tard, que vous ayez accepté de venir à Toulouse à l'occasion de ce colloque, que vous allez piloter avec le docteur Julia, et au cours duquel vous allez nous éclairer sur les dernières avancées de la recherche au service des personnes porteuses de trisomie 21. Alors c'est volontairement que je parle de la recherche au service, alors vous ne le voyez pas, mais dans mon texte c'est souligné, des personnes trisomiques. Car trop souvent, quand on évoque la recherche sur la trisomie 21, ce que l'on entend, la réponse que l'on obtient, c'est que la recherche avance. Mais on ne vous parle alors que de dépistage prénatal. Ce n'est pas ce que nous, parents de personnes trisomiques, attendons. C'est vrai que quand vous tapez sur Google « recherche trisomie 21 », on ne parle que de dépistage prénatal. Et oui, nos enfants, ils existent. C'est donc insupportable d'entendre souvent, quand on parle de recherche, qu'avec les techniques actuelles et les découvertes récentes, eh bien, il n'existerait peut-être pas. Cette recherche est importante. C'est vrai que pour les femmes qui souhaitent effectuer un tel dépistage, le dépistage prénatal non invasif, le DPNI, est un progrès réel par rapport à la seule amniosynthèse. Mais pour les personnes qui sont nées, ce qui est en soi un pléonasme que j'assume intégralement, nous attendons qu'on dise ce que la recherche leur apporte à eux, comment leur vie quotidienne pourrait s'améliorer. Bref, ce que tout un chacun espère de la recherche médicale. Je sais que vous allez nous présenter tout cela, et vos éminents confrères, que je ne citerai pas de peur d'en oublier. Nous n'aurons sans doute pas toutes les réponses aux questions que l'on pose, que l'on se pose. Nous sommes souvent malheureusement impatients pour nos enfants, mais nous avons appris à devenir patients. Comme nous sommes impatients donc, nous attendons que vous nous parliez de la façon de limiter les troubles pathologiques dont ces personnes sont souvent atteintes, ou du moins de leurs effets, des divers types de prévention. Et bien sûr, ce que nous pouvons espérer par rapport à l'amélioration de leurs capacités cognitives. J'imagine que vous aborderez à ce sujet le thé vert, dont on parle tant, et ce qu'on peut attendre de son épigalocatéchine galate, plus connu sous le nom de ECG, qui inhiberait tout ou partie de l'activité de la protéine DIRC1A, dont la surexposition dans le chromosome 21 porterait une grande part de responsabilité quant à la déficience intellectuelle de nos enfants. Je sais que dans cette salle, beaucoup se posent des questions au sujet de l'EGCG. Faut-il y croire? Que peut-on en attendre? À quel horizon? Peut-on éviter les boissons chocolatées espagnoles caloriques qui ne peuvent qu'amplifier leur fréquente obésité? En attendant de laisser la parole aux spécialistes qui nous ont fait l'honneur d'être là, je voudrais remercier la mairie de Toulouse qui nous accueille dans cet auditorium et, comme disait Nicole Débert, qui nous soutient dans nombre de nos actions, ce qui en fait un partenaire de choix pour notre association. Je vais laisser la parole à M. Christophe Havès, adjoint au maire en charge des centres sociaux du handicap, du handisport et de la vie associative. Je voudrais remercier également un autre de nos confrères, de nos partenaires principaux, le conseil départemental, un des financiers importants de nos établissements, ou plutôt des établissements de l'AGAPI, que les ADAPI du Tarn, du Gers et de la Haute-Garonne ont créé il y a 5 ans, et à qui ils ont confié la gestion de leurs établissements. Monsieur Alain Gabrielli, vice-président du conseil départemental en charge du handicap et de l'action sociale, et président de la MDPH de la Haute-Garonne, dont je salue également la présence, prendra ensuite la parole. Je vous souhaite un excellent colloque et Monsieur Alves, je vous laisse le micro.